Donc aujourd'hui, donc j'ai 45 minutes pour Oui, essayer de vous oui, faire un tour de piste sur cette question de la démocratie participative, sachant que personnellement, mes recherches portent plutôt sur les quartiers populaires, mais que par extension et avec ce groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation que je co-dirige avec Julien Talpin, qui a beaucoup écrit aussi sur le sujet. Voilà, je me suis élargie à tout ce qui est démocratie participative au sens large. Donc, en préambule, je voulais dire trois petits points. D'abord, qu'on avait dans nos sociétés occidentales, partout sur la planète, l'émergence d'un impératif participatif qui s'était développé, donc qui vient de plein de phénomènes, mais on peut repérer quand même une montée de l'exigence, des exigences citoyennes des individus vis-à-vis de leurs élus, qui est corrélée à une augmentation aussi du niveau de diplôme dans nos sociétés à l'échelle d'un ou deux siècles. Voilà, c'est un phénomène assez massif. Une crise de l'expertise et une crise de la démocratie représentative dont je n'ai pas le temps là de dresser le tableau, mais évidemment, le premier critère, c'est cette forte abstention électorale qui nous préoccupe tous et toutes. Un deuxième point à propos de la démocratie participative, pour dire qu'on est là dans un champ assez divers. On a des objectifs qui peuvent être très variés derrière cette idée de démocratie participative, qui c'est alors la démocratie participative institutionnelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire mise en place par les institutions. On entend là les collectivités locales, les services de l'État, euh, voilà, tout un tas d'organisations. Et quelque chose qui s'est développé depuis le début des années 2000 en France. Et parmi la diversité des objectifs qu'on peut avoir derrière la participation, on peut en regrouper quatre grands objectifs. Le premier, c'est celui alors de renforcer finalement la légitimité des élus et de la démocratie représentative. C'est un peu étrange de démarrer par ça, mais il ne faut pas oublier qu'un des objectifs de développer la participation, ça peut être de sauver, entre guillemets, la démocratie représentative, c'est-à-dire un système où on élit tous les 4-6 ans nos élus, et que donc mettre entre deux élections un petit peu de débat, voire de codécision, va permettre de retrouver un appétit de tous pour les élections et renforcer les élus. Un deuxième objectif qui est très développé dans le nord de l'Europe, c'est de moderniser l'action publique. Donc, via la participation, on développerait, on améliorerait les politiques publiques. Donc, c'est un objectif un peu de management public. Un troisième objectif qui est très présent, nous disent nos collègues, enfin on est très nombreux à le constater, qui est très présent en France, et particulièrement dans les quartiers populaires, c'est l'objectif de renforcer le lien social. A priori, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la participation, hein, mais c'est un objectif qu'on rencontre très fortement, c'est-à-dire derrière la participation, beaucoup d'élus, beaucoup d'institutions y voient le moyen de renforcer les liens sociaux. Par exemple, les liens de voisinage dans les quartiers populaires. Donc, ça se voit beaucoup dans la politique de la ville. Initialement, la politique de la ville menée dans les quartiers populaires, c'est là où sont nés les premiers dispositifs participatifs en France dans les années 80. Et derrière ça, c'est beaucoup voilà, des fêtes entre voisins, développer la vie associative, etc. Et pas spécialement de partage de pouvoir de décision. Et enfin, dernier paquet d'objectifs qui est beaucoup plus ambitieux et qui est beaucoup plus dans le cœur du sujet, mais qui n'est pas le seul qu'on rencontre dans la réalité, qui est l'objectif, pour le dire comme ça, un objectif politique, hein, de démocratiser la démocratie, de partager le pouvoir de décision avec les citoyens et de promouvoir davantage de justice sociale. Donc, un objectif qui n'est pas partagé par tous partout. On est sur un champ aussi, mon collègue Loïc Blondiot, qui écrit beaucoup sur le sujet, et notamment un livre synthétique passionnant qui date de 2008, mais qui est toujours que je recommande toujours à tous ceux qui s'intéressent à cette question, qui s'appelait L'actualité de la démocratie participative, paru au Seuil en 2008. Donc Loïc Blondiot a bien expliqué qu'il y avait aussi un flou, un fort flou sur cette question de la démocratie participative, un flou conceptuel, on ne sait pas toujours de quoi on parle, un flou procédural. On ne sait pas non plus quelle procédure va pouvoir permettre cette démocratie participative. Et puis enfin, un flou politique dans le sens de quels objectifs poursuivis. Je vous en ai donné quatre
quatre objectifs, on peut dire que ce n'est pas toujours très précisément explicité par les institutions, cet objectif. Alors, pour terminer sur ce long préambule, peut-être quand même pour réduire ce flou, nous mettre d'accord sur quelque chose qui est des éléments de définition. Donc, bon, je ne vais pas trop faire long, mais on part souvent de qu'est-ce que c'est que la démocratie directe au départ. Donc, la démocratie directe, la Grèce antique, c'est un système dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineté sans la déléguer à des élus. Donc, c'est un système dans lequel on utilise du tirage au sort, une rotation des tâches, un tas de systèmes qui évitent de déléguer son pouvoir de souveraineté à certaines personnes. Ensuite, il y a la démocratie représentative, dans lequel il y a l'élection, donc une élection qui s'est imposée au XIXe siècle et qui comporte, selon certains penseurs, sociologues, dont Bernard Manin, M-A-N-I-N, qui est très important dans tout ce champ-là, Bernard Manin, eh bien, cette démocratie représentative, elle porterait des traits aristocratiques, puisque les élus s'autonomisent du peuple, sont plutôt proches des classes sociales les plus favorisées, ou pour le dire autrement, trop peu d'élus sont issus des classes populaires, ou de la diversité ethno-raciale d'ailleurs. Voilà, donc il y a pas mal de critiques à faire à cette démocratie représentative, je n'ai pas le temps de le faire là. On arrive ensuite à la démocratie participative. Strictement parlant, la démocratie participative, d'après Yves Saint-Omer, encore un autre collègue qui a beaucoup écrit sur le sujet, c'est une articulation entre la démocratie directe et représentative. C'est-à-dire que la démocratie participative, c'est un système dans lequel des citoyens vont pouvoir co-décider, éventuellement voter donc certaines décisions avec, aux côtés ou même à la place des représentants élus. Donc, c'est une articulation des formes de représentation et de formes de démocratie directe. Et puis, la délibération, donc la démocratie délibérative, strictement parlant, en fait, elle renvoie à autre chose. La délibération, ça nous vient de tout ce, enfin, c'est tout un courant d'études de la délibération qu'on peut dater au départ, notamment avec Jürgen Habermas, le philosophe allemand. Et donc, ça désigne plutôt le débat, en fait, l'échange public d'arguments en vue de prendre une bonne décision. Donc, la démocratie délibérative, strictement parlant, on est dans le registre du débat, de l'ouverture du débat avec les élus entre deux élections. Donc, on a une sorte de petit débat qui consiste à dire que participation et délibération, ce sont deux choses séparées, distinctes. La participation, ça renvoie au partage du pouvoir de décision. Donc, ça prend la forme du vote et de la codécision, alors que la délibération est davantage du côté du débat, de l'ouverture du débat avec la population, avec le public dans nos sociétés. En réalité, dans les faits, quand on dit démocratie participative, on mélange un peu ces deux notions, sachant que près de 80% de ce qu'on appelle démocratie participative en France est dans le registre du débat. En fait, il y a assez peu de dispositifs participatifs qui organisent réellement un partage de la décision avec les citoyens. Voilà. Je ne sais pas si je dois donner beaucoup de noms d'auteurs ou justement pas trop. J'en ai donné quelques-uns, je vais essayer de pas trop vous inonder. Voilà le plan de mon propos. D'abord, voir les arguments pour la démocratie participative tels qu'ils apparaissent dans la littérature scientifique et aussi dans les pratiques. Un deuxième point ça a été dit par, je crois que c'était Rodrigue Loyer qui présentait tout à l'heure, les écueils de la démocratie participative. Enfin, des conditions, comment assurer que cette démocratie participative assure le plus possible ce qui vous intéresse dans tout ce stage-là, la justice sociale et la démocratisation. Et puis, je prendrai quelques exemples. L'exemple du budget participatif et deux exemples très différents pour vous donner à voir un peu la diversité. Donc, le budget participatif d'un premier côté et ce qu'on appelle des groupes de qualification mutuelle, un deuxième exemple.
si j'arrive jusque-là. Alors, les arguments pour la participation, on peut les résumer voilà, au nombre de 5. Il y a d'abord l'impossible argument d'autorité. C'est l'idée de dire, avec Bernard Manin, avec d'autres, que à l'échelle de l'humanité, finalement, la légitimité des décisions en démocratie, dans nos systèmes sociaux, la légitimité des décisions, elle ne repose plus, voire très peu, sur l'argument d'autorité ou sur le charisme du leader ou du chef, mais qu'elle repose au contraire sur le processus qui a mené jusqu'à la prise de décision. Donc, les citoyens et citoyennes sont assez attentifs au chemin pris avant de prendre une décision et à la qualité finalement de la consultation, concertation, de l'expertise, y compris citoyenne, qui a été associée à cette prise de décision. Donc, pour le dire plus simplement, les élus ne peuvent plus prendre des décisions comme ça, sans concertation préalable. Deuxième argument, une meilleure qualité des décisions. Donc, on attend de la démocratie participative qu'elle permette une meilleure qualité des décisions prises, puisqu'elle s'adosserait sur des savoirs des usagers ou des habitants ou des personnes en situation de handicap ou pour ce qui est de la maladie du sida, eh bien, les personnes qui étaient atteintes de cette maladie qui ont pu donner des connaissances aux médecins qui ont pu du coup prendre de meilleures décisions concernant les soins, le traitement. Donc, c'est cette histoire de la coproduction des décisions et du savoir dans le champ aussi politique. Troisième argument pour la participation, ce serait de favoriser, finalement, de contraindre un petit peu les institutions, les collectivités territoriales, les administrations, à davantage de transparence et de circulation des informations, puisque en mettant en place un dispositif participatif, eh bien, ça demande une certaine capacité à pouvoir communiquer, dialoguer sur des documents, tels qu'un budget, tel qu'un programme, tel qu'un plan, et peut-être aussi donner à voir davantage la boîte noire de comment fonctionne une administration, un service public. Quatrième argument, une école de la démocratie. Donc ça renvoie, mon collègue Julien Talpin a beaucoup étudié ça. C'est l'idée qu'à travers la participation, les citoyens feraient un apprentissage de comment fonctionne une institution, une démocratie, mais aussi sur l'intérêt général, sur les prises de décision, sur les questions de négociation, et que donc développer partout la démocratie participative permettrait d'avoir des citoyens finalement plus vertueux de toutes parts. Et puis enfin, dernier argument qui nous renvoie un petit peu aux travaux de Hannah Arendt, finalement, sur toute sa conception de l'espace public en démocratie, c'est qu'à travers l'expression citoyenne et l'écoute de cette expression citoyenne, on aurait l'occasion là de sortir de situations de violence ou de repli ou de fake news, de tout un tas de phénomènes qu'on peut observer actuellement, et de donner l'occasion à ces phénomènes d'être transformés en des conflits démocratiques. C'est-à-dire que notamment dans les quartiers populaires où j'ai pu aller, eh bien, il y a des mécanismes de tel ordre qui peuvent se faire grâce à la participation, au dialogue, là où les habitants sont très peu organisés collectivement parce qu'il n'y a plus l'amicale de locataires qui est très active, il n'y a plus le syndicat parce qu'il y a très peu de travail, parce qu'il y a beaucoup de chômage, et donc il manque de support collectif pour faire vivre ce conflit démocratique, et sous certaines conditions, des dispositifs participatifs peuvent permettre de faire émerger ce conflit démocratique et peut-être de trouver des clés pour le régler, mais en tout cas de sortir de la violence en fait. Voilà. Donc, sans transition, tout ça c'est très beau, mais il y a aussi des écueils. Donc, les écueils de la démocratie participative, lesquels sont-ils? Premièrement, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport aux années 1970, où se sont développées au départ, s'est développée une forte demande de participation des habitants.
dans le domaine du cadre de vie, dans les quartiers populaires aussi. Hein, c'est par exemple l'expérience très intéressante de l'Almagar, du conflit de l'Almagar, une ville à côté de... Enfin, c'est à Roubaix, pas très loin de Lille, et où donc il y avait une forte participation et ce modèle de lutte urbaine qui avait abouti à un projet urbain co-décidé, concerté entre mairie et habitants. Bon, on ne rentre pas dans cet exemple-là, mais ça, c'était l'époque des années 1970. Grosso modo, une forte demande de participation qui émanait des habitants, et notamment dans les classes populaires, avec les classes moyennes qui étaient très présentes là. Et une faible offre participative des institutions où il n'y avait pas encore la décentralisation et où il y avait très très peu de choses, enfin un État très dirigiste descendant. On a basculé au bout de 2, 3, 4 décennies à une situation actuelle où on a une forte institutionnalisation de la participation, donc une offre participative assez forte, sous forme de conseils de quartier, de conseils citoyens, de budget participatif, de tout un tas de dispositifs, de conférences citoyennes, notamment sur le climat récemment, et une participation qui peut être assez faible, moins de demandes. Et donc, sur ce premier écueil, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, on peut tout à fait, dans les dispositifs participatifs, avoir un phénomène de reproduction des inégalités sociales, voire même de renforcement de ces inégalités, lorsque les dispositifs ne sont pas adaptés finalement au public précaire, populaire, et que ces personnes-là ne s'y reconnaissent pas et donc n'y vont pas. Et donc, tout ce qu'on avait tenté d'espérer dans la démocratie participative, se rapprocher de ceux qui sont éloignés de la participation électorale, finalement, rate parce que ces dispositifs ne sont pas adaptés. Deuxième grande série d'écueils, c'est une participation qui est réduite ou dégradée, on pourrait même dire, amoindrie, réduite à de la communication. C'est-à-dire lorsque, derrière le mot, la pratique démocratie participative, on constate plutôt une forme de communication de l'institution vers la population, une forme même d'information qui est parfois plus ou moins descendante, en tout cas déconnectée de la décision. Donc, on est là dans des dispositifs où il s'agit d'informer, de faire preuve de pédagogie et d'expliquer aux citoyens comment fonctionne l'action publique et quel projet on va mettre en œuvre. Donc là, typiquement, dans ces cas-là, vous avez l'exemple de projets urbains dans les quartiers en rénovation urbaine, des projets urbains qui sont, on dit on va les mettre en participation et ils arrivent devant la population alors qu'ils sont déjà globalement presque entièrement ficelés. On a déjà le budget, on a déjà le projet, on a déjà les experts qui ont travaillé dessus. Et c'est amené à la population vraiment pour qu'elle accepte ce projet et on va lui proposer peut-être de choisir la couleur des halls d'escalier, mais pas plus. Troisième ensemble d'écueils qui sont très bien étudiés par mes collègues les plus critiques de la démocratie participative, par exemple Guillaume Gourgue, qui a écrit pas mal d'articles et de livres, Cécile Blatrix ou d'autres, et qui, là, déplore le côté professionnalisation de ce champ, c'est-à-dire que c'est devenu un champ professionnel. Dans toutes les collectivités locales, il y a des agents de la participation. Et donc, ce serait devenu quelque chose qui serait assez éloigné d'un idéal un idéal démocratique. Il y aurait une forme d'ingénierie participative liée à cette histoire de la gouvernementalité. Donc là, en référence à Foucault, en disant derrière participation, on veut discipliner en fait, on veut acheter la paix sociale, on veut faire en sorte que les élus soient moins critiqués et donc on va organiser en fait tout un système qui, sous couvert ou sous principe de participation, organise plutôt le fait de faire accepter les décisions institutionnelles, contrôler finalement la population. Et dans cette critique-là, dans cet écueil-là, on peut aussi critiquer chez certains de mes collègues des relations fortes entre chercheurs, consultants et pouvoir public qui alimentent cette espèce de bulle qui serait une bulle de la démocratie. Et puis, dernier écueil sur lequel j'ai beaucoup
travailler, c'est la question de l'injonction participative qui désigne une manière de concevoir la participation dans laquelle l'entièreté de la responsabilité de la participation repose sur les habitants. Donc, c'est aux habitants de se mettre à niveau de l'action publique pour pouvoir participer. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas, eh bien, c'est qu'ils sont incompétents, incapables de se mettre au niveau de l'intérêt général. Et ça produit des effets assez délétères. Donc, je termine là-dessus, justement, sur ce point 2 un petit peu déprimant, les écueils, par les conséquences de cette injonction participative, hein, quand finalement la démocratie participative est très axée sur la proximité, il n'y a pas de lien avec la décision, on vient voir la population seulement pour lui expliquer comment nos projets sont fantastiques. Eh bien, qu'est-ce que ça produit comme conséquence, notamment dans les quartiers populaires? Eh bien, ça renforce encore plus le fossé démocratique. C'est-à-dire ce qu'on peut observer, c'est un renforcement des stéréotypes mutuels entre habitants et élus et agents publics, fonctionnaires. Du côté de l'action publique, eh bien, lorsqu'ils organisent des réunions publiques, des dispositifs participatifs, ce n'est pas évident pour eux, ils viennent vers la population avec pas mal d'appréhension. Du côté de la population, quand on les appelle à venir participer, ils viennent nombreux. Et lorsque c'est organisé de telle manière que c'est une promesse déçue de participation, une injonction participative, sans rien à gagner, si vous voulez, de la population, et puis organisée de manière complètement maladroite vis-à-vis de ces populations, eh bien, pour les agents professionnels et les élus, quand vous retournez les voir 3 jours après, ils vous disent vous voyez, ça ne sert à rien d'ouvrir une réunion avec les habitants, ils ne sont pas capables de se comporter en citoyens, ils nous ont parlé que de leur immeuble ou leur famille ou leur logement, alors qu'on leur parlait d'un projet qui coûte des milliers d'euros. Et voilà. Et du côté de la population, qui se sont sentis un peu méprisés pendant ces réunions, où ils ont posé une question, on leur a dit c'est pas le moment, c'est pas légitime ce que vous demandez. Voilà. Donc ces habitants disent en retour, ça sert à rien d'aller dans ces dispositifs-là, dans ces réunions, puis ça sert à rien d'aller voter parce que de toute façon, ils n'en ont jamais rien à faire de nous, on ne s'exprime jamais correctement, on ne veut pas nous considérer comme citoyens. Donc voilà, excusez-moi d'être assez longue là-dessus. Deuxième conséquence, c'est que dans cette posture d'injonction participative, eh bien, on rejette, en fait, en général, les institutions ont une peur bleue qui vient de notre histoire aussi de la République, hein, mais une grande peur du conflit, des corps intermédiaires, de l'action collective. Et donc, finalement, rien n'est fait pour faire vivre ce conflit démocratique et pour stimuler l'action collective. Au contraire, la démocratie participative, dans ces cas-là, est quand même réduite beaucoup à quelque chose de consensuel qui va s'adresser aux habitants isolés avec un petit H et non pas aux associations qui sont censées être dangereuses ou manipulées ou que sais-je encore. Quatrième conséquence, c'est bien que c'est dans ces démarches-là, quand ça se passe comme ça, l'action publique se coupe de connaissances importante de savoir de la population et donc va peut-être produire, quatrième point, des projets qui ne sont pas adaptés aux populations, pas adaptés aux particularités locales et donc peut-être des projets qui ne vont pas être acceptés et qui vont mal vieillir et donc un gâchis de potentialité et d'argent public. Si on en vient maintenant à regrouper tous les arguments et les études qui montrent quels sont les leviers pour une participation, on va dire, réelle, pour une démocratie participative qui va plutôt dans le sens d'une justice sociale, de réduire le fossé démocratique, de réduire les inégalités en démocratie, assurer aux personnes les plus éloignées de la participation une certaine parole, un certain poids dans les décisions. Il y a trois grands leviers. Le premier, c'est de partager le pouvoir de décision, qui n'est pas une affaire. Le deuxième, c'est assurer une qualité du débat, la coproduction de l'expertise. Et enfin,
Troisième dimension qui est souvent oubliée, mais qui est davantage liée finalement à l'action collective, aux mouvements sociaux, c'est qu'il faut que cette participation puisse s'adosser à des collectifs, à de l'action collective, au développement du pouvoir d'agir, ce fameux euh, terme anglo-saxon, empowerment, qui permet aux personnes de développer leur pouvoir d'agir sur leur vie et leur environnement. Donc, si je décline un tout petit peu ça, le premier levier, la codécision, eh bien, donc il s'agit de partager réellement le pouvoir de décision avec la population, ce qui est rarement le cas, sauf dans quelques cas de budget participatif, on le verra. Mais à minima, les initiatives intéressantes, au moins, font l'effort d'expliciter le lien entre participation et décision. C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que lorsque il est clairement dit à la population, bien, vous allez participer sur tel et tel et tel aspect, et voilà ce que ça va donner, ou en tout cas, on s'engage dans les 2 mois qui suivent le rendu de vos propositions à revenir vers vous et dire qu'est-ce qu'on prend comme décision sur toutes ces propositions qui ont été faites. Donc, il y a évidemment différents degrés de co-décision, mais en tous les cas, au moins un minimum d'expliciter ce lien, ce qui n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une dynamique de pyramide participative, comme on voit dans certains programmes de rénovation urbaine qu'on a vu en Allemagne ou en Angleterre, où il y avait des projets urbains très concertés, même très co-décidés, en fait, avec des habitants qui avaient un droit de vote sur les projets. Et la pyramide désigne la possibilité d'élire des sortes de représentants d'habitants à différents échelons, d'organiser la participation à toutes ces échelles. Ça demande des financements significatifs, puisque ça demande pas mal de temporalité pour les agents publics d'organiser tout ça, et peut-être aussi, dans les meilleurs des cas, un financement, une indemnisation des citoyens qui participent, dans certains cas, et puis une évaluation aussi participative des dispositifs. Donc là, on était dans le domaine de partager le pouvoir de décision, ou en tout cas d'expliciter le lien entre la discussion et la décision. Dans le deuxième ensemble, à propos de garantir la qualité du débat public, donc là, on est plus sur la question du débat et de comment améliorer, à garantir un bon débat public. Alors là, premier point, la question de la diversification des publics de la participation, comme je vous parlais beaucoup des quartiers populaires et des classes populaires, eh bien, il y a différentes manières d'essayer de faire en sorte que ces publics-là soient présents dans les dispositifs participatifs. Donc, on peut parler du tirage au sort, tout un débat sur le sujet, si ça vous intéresse, on peut creuser. Et puis des formats différents qui peuvent être l'utilisation de la vidéo, du théâtre forum, du théâtre de l'opprimé, tout un tas de méthodes issues de l'éducation populaire, en tous les cas sur ce champ-là, qui n'utilisent pas que l'écrit, qui n'utilisent pas que le langage administratif, et qui permettent finalement de lutter contre ce fameux sens caché, c'est-à-dire le fait que certaines personnes, les moins diplômées, les plus jeunes, les plus éloignées du langage légitime académique, s'autodisqualifient d'une part dans la discussion publique, et sont disqualifiés de fait quand ils s'expriment, puisqu'ils ne s'expriment pas de la même manière que ceux qui détiennent en général les clés du pouvoir. Donc ensuite, développer des méthodes un petit peu alternatives, comme, parmi les exemples, là je donne l'exemple de la co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques, qui a été initiée, c'est des pratiques qui ont été initiées par ATD Carmonde dans les années 90, le croisement des savoirs et des pratiques, qui part du principe qu'il y a des manières d'organiser le croisement des savoirs entre des élus, des professionnels, des personnes en situation de pauvreté, pour le coup, là, et qui tiennent à des démarches de travailler entre pairs, donc en non-mixité, pendant
certain temps. Je crois que peut-être sur les questions ethno-raciales avec Sarah Mazouz, vous en parlerez demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça renvoie à cette question de la non-mixité comme support de construction d'une parole autonome et construite, et puis des moments de croisement, de plénière en mixité, pour arriver à croiser ces savoirs qui ne sont pas simples à croiser. Et puis, dernier point, qui est un point central, c'est la question de l'animation. Alors, bien souvent, l'animation de la démocratie participative, encore trop souvent actuellement, elle est confiée à des gens qui sont jugés partis. C'est-à-dire que la réunion publique où le conseil de quartier va être animé par l'élu de secteur ou par le responsable du service urbanisme, et donc quelqu'un qui est dans la mairie et qui va être l'animateur avec la population. Donc, c'est une animation qui n'est pas neutre. Donc, il y a tout un courant et des travaux qui se développent autour du tiers, le tiers veilleur, le tiers garant de la participation, qui ne doit pas représenter une des parties en présence et qui doit assumer ce rôle de mailloticien du dialogue, d'animation, avec tout un tas de techniques d'animation, animer le temps de parole, bien sûr, mais aussi éviter l'utilisation de sigles, forcer à des techniques d'animation qui permettent l'inclusion de tous. Et j'ai aussi mis dans ce paquet-là la question des comités de pilotage, du suivi de l'évaluation. Évidemment, quand la participation elle est organisée avec des différentes parties en présence, qui sont parfois en conflit au départ ou qui se comprennent très mal, si ça peut être piloté, évalué et suivi par des commissions, des comités tripartites, c'est beaucoup mieux que si c'est assumé, animé et piloté uniquement, par exemple, par l'institution. Troisième ensemble de leviers qui renvoie à l'action collective, c'est qu'il n'y a pas de démocratie participative qui démocratise réellement la société, les institutions, s'il n'y a pas de collectif, en fait. S'il n'y a pas alors d'associations, de syndicats, de collectifs, d'amicales de locataires qui puissent exister. Et c'est bien toute la question. Alors, ces collectifs, disons, la démocratie participative peut tout à fait louper toute cette partie-là, passer à côté et s'adresser, comme je le disais tout à l'heure, uniquement à des individus isolés, des habitants avec un petit H, qui vont s'exprimer depuis leur propre vie, etc., ce qui est très bien, mais qui va peut-être aussi pas avoir une force aussi grande que si un ensemble d'individus partagent les mêmes problèmes, les mêmes troubles et peut construire un collectif ou une action collective qui puisse permettre de porter une parole, un intérêt dans le temps. Et donc, bon, voilà, ça c'est des axes de réflexion et de travail autour de la question du développement social ascendant, de l'éducation populaire, du community organizing, ce terme qui nous vient des États-Unis, de l'Angleterre et qui commence à se développer en France. Par exemple, un collectif comme l'Alliance citoyenne à Grenoble ou le collectif Stop le contrôle au faciès au niveau de la France entière, qui a travaillé sur les questions de relations entre habitants et des quartiers populaires et les polices. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce que la posture professionnelle, qui peut être aussi celle des travailleurs sociaux ou autres, peut être une posture qui permet, qui facilite aussi l'organisation collective des habitants et qui n'est pas trop craintive vis-à-vis de cette organisation collective, ce qui n'est pas une chose facile en France. Et puis, deuxième levier là-dedans, c'est ce qui malheureusement a du mal à se concrétiser en ce moment, c'est favoriser l'organisation collective des habitants, donc financer cette démocratie d'interpellation, financer la contre-expertise, ce qui est encore très rarement aussi le cas en France, contrairement à d'autres pays européens, et puis soutenir la vie associative, notamment émergente. Voilà, tout un dossier complexe. Voilà, donc pour terminer, je poursuis mon propos avec quelques exemples. Donc, on m'a demandé d'avoir aussi un propos un peu pratique, enfin, de donner des cas pratiques. Donc, je vais essayer de dérouler un petit peu ces deux exemples. Le premier, c'est le budget participatif. Alors,
J'ai choisi de vous parler du budget participatif des lycées parce qu'il y a un livre collectif là, qui date de 2015 qui est très complet, sur lequel on peut s'appuyer, même si actuellement, ce qui est le plus massif en France, c'est plutôt des budgets participatifs des villes, dans les villes. C'est développé depuis les municipales de 2014 et encore plus de 2020. Et puis l'autre, pour vous donner un exemple très différent, c'est les groupes de qualification mutuelle que j'ai pu étudier dans mon livre. Ça va, je continue. C'est bizarre de parler seulement à moi-même avec mon micro. Oui, on a encore, il est 40, donc si vous avez encore, effectivement, si vous souhaitez encore développer votre propos, voilà, on a du temps, hein, voilà, on a commencé à 6, voilà. D'accord. Donc le budget participatif, en fait, c'est un dispositif qui est né au Brésil, donc en 1989 au Brésil, dans un contexte de prise du pouvoir dans cette ville par le Parti des travailleurs, et une ville très inégalitaire et marquée par un fort déséquilibre en termes d'équipement urbain. Dans les quartiers populaires, très peu de tout à l'égout, très peu d'électricité organisée, etc., et d'eau courante. Et donc une volonté de vraiment rendre cette ville beaucoup plus égalitaire en termes déjà d'équipement de cette municipalité, et en se disant on ne va pas l'imposer, ils ont inventé finalement un système qui permet à la population de participer à ces transformations de la ville. D'une manière, alors là pour le coup, très participative, puisqu'il y a tout un système de vote, de partage du pouvoir de la décision de ce qu'on fait du budget. Voilà. Après, ça s'est développé partout dans le monde. J'ai mis cette diapo qui date un petit peu, mais qui montrait déjà en 2012 comment ça s'était vraiment massivement développé partout dans le monde, les budgets participatifs. Et donc, en France, à l'échelle régionale, à partir de 2004, c'est l'exemple qu'on va prendre sur les lycées, puis depuis 2014, à l'échelle municipale. Alors, pourquoi ça s'est développé autant que ça? Parce que, en tout cas, dans son origine à Porto Alegre, c'est un dispositif qui a permis une forte participation des classes populaires, justement, qui se sont massivement déplacées dans les assemblées de base, hein, et puis qui ont participé aussi aux élections, parce qu'il y a un système de délégués de budget participatif à Porto Alegre. Parce que ça a un effet sur les politiques publiques, donc il y a vraiment plusieurs effets. On va y revenir sur les politiques publiques qui sont plus transparentes, plus justes, plus égalitaires, en incluant davantage de diversité sociale dans les décisions. Un effet donc redistributif, puisque là, on a un exemple d'un dispositif qui permet davantage de justice sociale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif? Ça permet la participation des citoyens non élus à la définition de l'usage des finances publiques. Alors, des finances publiques, juste pour préciser, il s'agit bien d'une partie, en général, d'une partie du budget d'investissement d'une ville qui est mis en participation. Une partie, par exemple 10%, 5 ou 10% du budget d'investissement d'une collectivité, va être mis en budget participatif, ça veut dire va subir pendant toute une année tout un cycle à la fois de discussion, de vote, d'expertise, etc., qui va aboutir au final à un vote où on va pouvoir co-décider, la population et les pouvoirs publics, de l'octroi de cet argent, en fait, de cet argent public. Donc, pour le dire plus simplement, ce ne sont plus seulement les élus, les représentants qui définissent le budget, mais c'est les représentants et les représentés sur une partie du budget qui vont décider ensemble de comment dépenser l'argent public. Voilà, donc on peut ajouter des critères, la dimension financière, budgétaire, elle est discutée explicitement. On a un budget précis qui va être discuté et décidé. C'est au niveau de la ville ou d'un arrondissement, c'est pas seulement d'un quartier, donc c'est différent des enveloppes de quartier ou des fonds de participation des habitants. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de donner de l'argent de poche au quartier X ou Y. Il s'agit que chaque habitant puisse participer au choix budgétaire pour son quartier, mais aussi et surtout pour finalement la ventilation et les choix, qui vont être faits de dépenser ici ou là.
Un processus répété, donc c'est pas juste une réunion comme ci, comme ça, ou un petit référendum, c'est vraiment un processus qui va s'étaler sur une année, par exemple, avec voilà, toute une organisation. Et puis, il y a de la délibération. Ce n'est pas que du vote, il y a du débat dans le cadre de réunions ou de conseils spécifiques. Et il y a un effort de fait, normalement, sur les comptes rendus, les suites données au processus, voire l'amélioration du processus d'une année à l'autre. Alors, pour ce qui est du budget participatif des lycées de la région de Poitou-Charentes, dans les travaux de mes collègues Saint-Omer et Talpin, donc c'est très bien explicité, hein, c'est une région qui était dirigée en 2004 par la leader socialiste Ségolène Royal, dont une des conseillères était allée à Porto Alegre, Sophie Boucher-Petersen, est revenue complètement conquise par ce budget participatif de Porto Alegre en disant il faut le tenter à l'échelle de la région, puisque c'est là où elle était en poste, et en se disant ce serait une bonne idée de le faire à propos des lycées. Donc, le budget participatif des lycées, BPL, c'est une compétence centrale des régions. Ce qui a été décidé, c'était que environ 10% du budget régional des lycées, donc 10 millions d'euros par an, était mis en budget participatif. Donc, ça c'est la troisième ligne, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien. 10% du budget d'investissement des lycées est mis en participatif au niveau des lycées. Et puis, ce principe d'une participation ouverte à tous, donc dans ce budget participatif interviennent des élèves, les parents d'élèves, les professeurs, l'administration et les employés. Comment ça marche, le cycle du budget participatif des lycées? Une première réunion ouverte à tout, à qui veut, organisée dans le lycée, pour faire émerger des projets. Donc, chacun peut faire émerger des projets. Il y a un travail en petit groupe de 10 pour assurer la qualité de la discussion et faire émerger des projets. Il y a déjà, à l'issue de cette première réunion, un premier vote, une première émergence de projets qui intéressent le lycée. Et ensuite, par les services techniques de la région, il y a une évaluation de la faisabilité technique et financière des projets. Par exemple, il va être dit que le projet A, B ou C, réparer les douches comment ça s'appelle, bref, le mot me manque, mais bon, faire un travail sur l'équipement informatique ou autre, va être évalué financièrement, ça va coûter tant, c'est faisable techniquement, oui ou non, comme ci, comme ça. Et la deuxième réunion, la région, les services techniques de la région reviennent, explicitent ces critères techniques et financiers, une discussion collective, et il y a à nouveau un vote, avec un système qui est avec un vote de couleur, on peut mettre tous ces votes sur un projet ou sur plusieurs. Et les 3 premiers qui arrivent en tête sont réalisés. Et le conseil régional, derrière, respecte intégralement le choix des participants. Donc, ce qu'on a pu constater dans ce cas-là, c'est que cette participation, elle a été importante. Beaucoup d'élèves ont participé, hein, on le voit là, sur 17 658 participants sur la période 2008-2009, on avait presque 15 000 élèves qui ont participé, entre 25 et 600 participants par réunion, et puis une possibilité de ces participants d'être autonomes, d'avoir des propositions qui ne seraient peut-être pas émergées comme ça, simplement par le principal du lycée ou par les services de la région. Donc l'impact, on va dire, positif qu'on a pu y voir, c'est la région a davantage répondu aux besoins des usagers, des élèves, des enseignants, etc., par ce système. Une plus grande réactivité des services publics, ce qui ne s'est pas fait sans heurts et sans conflit, puisque ça a beaucoup bousculé l'administration régionale. Les services techniques de la région ont dû vraiment beaucoup plus travailler en transparence, etc., pour répondre à tous ces défis démocratiques dans chaque lycée. Un effet négatif à l'époque, c'était l'absence d'effet redistributif. Ils s'étaient rendu compte qu'il manquait l'échelle de discussion au niveau régional et qu'ils avaient donné la même enveloppe à chaque lycée. Et donc, par la phase d'après, ils ont décidé de donner davantage aux lycées plus en difficulté et moins aux lycées qui étaient déjà bien dotés. Voilà, l'école de la démocratie, de la citoyenneté, une participation importante, beaucoup de débats entre jeunes. Bon, comme je vois que le temps passe, je vais plus vite. Ces budgets participatifs régionaux, finalement,
ils se sont arrêtés en 2010 pour des raisons politiques, en gros. Hein, la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal décide d'arrêter ce dispositif. En parallèle, il s'est développé dans d'autres régions. Donc, le budget participatif des lycées, il existe toujours dans plusieurs régions. Au gré des alternances en fait politiques, hein, en 2015, la plupart des budgets participatifs au niveau des régions se sont arrêtés. Donc, on constate, pour élargir de la région à d'autres, ou pour venir au contexte plus local, qu'il y a une forte dépendance des budgets participatifs au contexte politique. Hein. Actuellement, ces budgets participatifs sont plutôt mis en place à l'échelle municipale depuis 2014-2020, plutôt dans les villes de gauche. Les conditions de réussite du budget participatif, eh bien, il faut une forte volonté politique. Il faut que l'administration et les techniciens suivent ces transformations assez profondes de la manière de faire l'administration. Un soutien de la société civile, des professionnels, de l'animation, de la procédure, de la méthode, et puis un dispositif qui puisse ne pas être complètement ficelé non plus par l'autorité, qui puisse laisser un peu d'autonomie aux personnes. Les difficultés qu'on retrouve dans le budget participatif, ce n'est pas miraculeux non plus. C'est en général dans les budgets participatifs des villes, on le voit beaucoup maintenant qu'on commence à regarder les effets. Les classes populaires sont quand même très peu présentes dans les votes, dans les propositions de projets, dans les mairies, dans les quartiers et puis dans les votes. Le rôle essentiel du pouvoir décisionnel, c'est encore cette histoire d'importance de la volonté politique et de l'engagement politique sur ces questions. Et aussi le fait qu'il faut avoir des choses à gagner, pour le dire plus crûment. Hein. Si c'est que pour végétaliser les rues, peut-être qu'une partie de la population va s'en désintéresser, alors qu'il y avait peut-être des questions budgétaires plus importantes que l'urbanisme. Et puis, certains acteurs perdent du pouvoir dans ces dispositifs, certains élus, certains collectifs associatifs, et donc il y aura des batailles locales sur ces questions-là. Bon, je pense que je n'ai pas beaucoup de temps de développer l'autre exemple que je voulais vous donner, qui n'a rien à voir dans le sens où c'est un exemple de dispositif participatif qui n'est pas du tout dans le registre de la codécision, il n'y a pas de vote, qui est vraiment dans le registre du débat et de la qualité du débat démocratique dans les quartiers populaires. J'explique en 3 minutes, si ça vous intéresse. Voilà. Oui, on peut encore prendre 2 minutes et puis les questions arrivent et on aura le temps de D'accord. Écoutez, en fait, c'est un dispositif qui a été inventé par une dame qui s'appelle Suzanne Rosenberg, qui a été tour à tour actrice de lutte urbaine dans les années 70, dans le quartier Moulin-de-la-Pointe à Paris, en Italie. Puis, elle a été chef de projet au tout début de la politique de la ville, quartier développement, quand ça s'appelait développement social des quartiers, donc au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, dans les années 84-88, pardon. Puis après, elle a été consultante et enfin, elle a inventé cette méthode de groupe de qualification mutuelle dont l'objectif est de permettre de passer de la violence au conflit démocratique dans les quartiers populaires. C'est vraiment quelque chose qui vise à ce que habitants des quartiers populaires, et notamment les plus en colère, ou déscolarisés, ou fraudeurs du bus, ou éventuellement violents, ou tous ces publics-là, puissent retrouver une forme de dialogue avec les institutions, avec les fonctionnaires, avec la fonction publique. Alors, pas dans l'optique du tout de les rendre plus citoyens, ou de les formater, d'acheter la paix sociale, mais au contraire, d'être un support de pointage des dysfonctionnements des services publics et des efforts à faire en matière de justice sociale, pour le coup. Donc, c'est une démarche proche de l'éducation populaire qui associe des qualités d'animation, de pilotage, de délibération à cet objectif de finalement, non pas comme dans certains cas de la participation, peut-être que je terminerai là-dessus, mais il y a un écueil dont je n'ai pas assez parlé tout à l'heure de la participation, qui est de laisser les individus, leur faire confiance et les laisser se débrouiller tout seuls. Hein. C'est un petit peu
ce qu'on appelle l'empowerment néolibéral chez Marie-Hélène Baquet. Et c'est l'idée du do it yourself. Donc, débrouillez-vous, population, participez et sortez-vous vous-même de la pauvreté, sortez-vous vous-même de votre situation de chômage, traversez la rue et allez chercher du travail. Et bien, cette conception-là, elle va très bien aussi avec une baisse des budgets des services publics, une baisse du budget des politiques sociales. Donc là, on est vraiment dans l'optique inversement, complètement inverse. On est dans l'empowerment radical, tel que défini par Marie-Hélène Baquet, où l'objectif de la participation, c'est vraiment plutôt de renforcer les services publics, renforcer la redistribution, pousser cette redistribution à être efficace et plus adaptée. Et donc, ça prend la forme de groupes, de petits groupes. Là, on n'est pas sur des grands effectifs, on est sur des petits groupes, par exemple, de 12 personnes, 6 fonctionnaires et 6 habitants de quartier populaire. Si on travaille sur la violence dans les bus ou la fraude et la violence dans les bus, et ben, il va y avoir des utilisateurs des bus, des fraudeurs et des non-fraudeurs, et puis des conducteurs de bus et des contrôleurs. Si on est sur la question du logement social, ben, il va y avoir des agents des services de logement, des bailleurs sociaux et puis des demandeurs de logement social en face. Donc, ça peut être sur police population, ça peut être sur enseignants et également et population. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une situation un peu de non-dit, d'incompréhension mutuelle et de travailler petit à petit, alors par des séquences de 2 jours et espacées d'1 mois chacune. Et donc, en tout, c'est 12 journées de travail, par exemple, réparties sur 6 mois, avec 2 jours de travail, 1 mois de pause, 2 jours, etc. Les habitants sont indemnisés, partant du principe que les professionnels qui viennent, eux, viennent sur leur temps de travail. Les habitants sont indemnisés pour apporter leur expertise de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et l'objectif, c'est de produire, donc il y a des techniques d'animation, je ne développe pas trop, mais qui peuvent s'apparenter un peu à la psychologie, à la psychosociale de groupe, mais aussi à la production de connaissances, de savoir, d'expression, de dialogue mutuel. Et à la fin de ces 12 journées, une liste de propositions pour améliorer la situation, qui sont souvent des choses qui sont plutôt dirigées vers comment améliorer le fonctionnement de l'action publique, en fait, et le rendre plus juste. Donc, on a des effets contrastés selon les territoires. Moi, quand j'ai enquêté sur ce dispositif, ça qui est très intéressant, la même méthode de groupe de qualification mutuelle dans 3 endroits, dans 3 collectivités différentes, a donné des effets, mais radicalement différents. Dans un cas, le plus intéressant, probablement, le plus intéressant parce que le plus positif, dans un cas, c'était sur le logement social, on a eu un centre communal d'action sociale, un CCAS, qui a complètement été transformé suite à cette intervention, où il y avait davantage de possibilités pour le demandeur de logement social, qui travaillait sur le logement social, davantage de possibilités pour les demandeurs d'avoir des permanences, des rendez-vous, parce qu'on était dans une situation où ils déposaient leur projet, leur demande de logement social, et parfois pendant 6-8 ans, ils n'avaient aucune nouvelle. Donc, bon, une amélioration de l'accès aux droits, une amélioration de l'information, c'est dans la logique de la communication, hein, mais donc ils ont produit un circuit de demande du logement social en français facile. Ça a aussi produit de l'interpellation vis-à-vis de l'agglomération pour stimuler le débat public sur le fait que certaines villes de l'agglo ne construisent toujours pas de logements sociaux, alors qu'il y a une loi qui demande à ce que plus de 20% des logements soient des logements sociaux dans les grandes villes, etc. etc. Donc, plein d'effets aussi sur l'action collective dans le quartier et sur l'investissement mis par la collectivité dans cette question de l'accompagnement et de la bonne gestion du logement social, évidemment une critique du clientélisme et de l'opacité qui règne sur ces questions. Et dans d'autres cas, ce même dispositif de qualification mutuelle a produit, pour le dire crûment, de l'achat de la paix sociale, une forme la collectivité a confié à Suzanne Rosenberg et à cette méthode le souci de gérer la participation pendant 6 mois. Ils ont produit leur proposition. Quand on y retourne 6 mois après, aucune proposition n'a été mise en œuvre. Mais voilà, circuler, il n'y a rien à voir. On a fait la participation, maintenant on passe à autre chose.
Et donc, c'est tout ça pour dire encore une fois que c'est un petit peu, ça revient un peu à ça, hein, c'est que s'il n'y a pas une volonté politique et une administration et des techniciens qui sont persuadés que la participation doit permettre à faire remonter des connaissances légitimes de la population sur des dysfonctionnements, sur des injustices, eh bien, on rate évidemment cet objectif d'une démocratie participative qui permette plus de justice sociale et de démocratisation. Voilà, donc je termine avec ça, parce que voilà, les universitaires aiment bien se cacher derrière les grands auteurs. Donc Hannah Arendt, j'en ai parlé, le conflit démocratique. Jacques Rancière avec l'idée qu'on a tous une égalité, enfin, on a tous une intelligence très différente, mais que voilà, une égalité d'intelligence malgré tout, et surtout ce postulat de l'égalité des intelligences produit des effets, c'est-à-dire produit de la potentialité démocratique, de la possibilité de se comprendre et de dialoguer. Fung, je raconterai si ça vous intéresse. Et puis, cette phrase dont on ne sait toujours pas si elle vient de Gandhi ou de Mandela, qui dit tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Et qui m'a fort marqué la première fois que je l'ai rencontré parce que je me suis dit que c'était violent. Mais voilà, c'est un petit peu une critique de l'expertise faite sans le savoir des personnes. Voilà, je m'arrête là. Très bien. Écoutez, merci Marion pour ce propos très, très intéressant sur la démocratie participative, ses écueils et les pistes pour les contourner. Et donc les questions sont arrivées progressivement au cours de votre intervention. Et puis donc je vais les reprendre, je pense, dans l'ordre, puisque du coup elles sont aussi dans l'ordre de votre intervention. Alors, première question qu'on avait donc au début de votre propos, de Fabien Schuller. Alors, peut-être que peut-être qu'on va trouver sa question un peu radicale. Il nous demande la démocratie participative, telle qu'elle est souvent mise en œuvre dans les projets urbains, pourrait-elle être considérée comme un instrument au service d'une conception néolibérale des politiques urbaines, dans le sens où elle conduirait à pacifier une lutte des places, ça c'est Lusso, et à avorter la dimension de conflit démocratique dont vous parliez? Ok. Est-ce que je réponds à chaque question ou vous m'en posez? Oui, on peut, ou vous voulez que je vous donne peut-être plusieurs questions? Ouais, c'est comme vous voulez. Celle-ci, je veux bien répondre. On peut commencer par celle-là. Oui, merci pour cette question. Effectivement, tout à fait. En fait, là, on peut reprendre. Moi, j'aime bien la typologie de Marie-Hélène Baquet. Je ne sais pas si je peux marquer le nom si vous connaissez ou dans le. Voilà. Si, je peux peut-être faire comme ça. Donc, Marie-Hélène Baquet et Carole Bivener sur l'empowerment. Donc, c'est elles qui ont sorti, c'est une Française, une spécialiste justement des politiques urbaines, Marie-Hélène Baquet, française, et Carole Bivener, c'est une Canadienne, québécoise, et elles ont sorti un livre en 2013 qui s'appelle L'empowerment, une pratique émancipatrice, et où elles expliquent qu'il y a 3 formes d'empowerment, on pourrait dire 3 formes de participation, ça nous va aussi, et dont celle que vous dites, monsieur, dans votre question, l'empowerment néolibéral, qui est vraiment caricatural dans le sens où, eh bien, effectivement, il faut pacifier, il faut que les personnes en situation de pauvreté ou de handicap ou je ne sais pas quoi s'en sortent toutes seules. Et donc, ça se marie très bien avec cette vision néolibérale de baisser les budgets de l'État. Donc oui, c'est tout un pan de la démocratie participative qui peut être sous cet angle-là. Et dans leur typologie, il y a l'empowerment social libéral et enfin l'empowerment radical qui est à l'autre extrême et qui vise la justice sociale, la redistribution, l'émancipation. Voilà. Donc il y a effectivement une variété des objectifs politiques derrière la démocratie participative. Alors ensuite, on a une question de Françoise Bollier. Quelle est la place de la démocratie participative à une échelle plus large, au niveau national par exemple? Parce que c'est vrai que là, on a parlé surtout effectivement de la démocratie participative au niveau local. Et donc la collègue pose la question de son élargissement au niveau national notamment. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, on pourrait prendre l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est déroulée l'an dernier, qui est un exemple alors c'est le modèle des jurys citoyens, des conventions citoyennes, où on prend un panel d'habitants, de citoyens tirés au sort,
et on va en tirer, ils vont produire des avis ou des propositions qui, là, pour le coup, la Convention citoyenne pour le climat était à l'échelle nationale pour être suivi des faits. Alors, avec une grande particularité de cette Convention citoyenne pour le climat, c'est que dès le départ, le lien entre participation et décision n'était pas très clair, n'était pas assuré, on va le dire dans la procédure. C'était un lien déclaratif du président de la République qui avait dit produisez vos propositions et elles seront prises en charge sans filtre par le Parlement ou directement sous forme de référendum. Or, c'était une promesse et évidemment, elle n'a pas été complètement suivie. Donc, effectivement, la question, là, la Convention citoyenne pour le climat, pour quel effet? En tous les cas, la transformation des propositions en décisions pérennes ne s'opère pas si facilement. Alors, pour quel effet je vais y revenir? Je veux juste dire que on a coutume de présenter d'autres exemples qui sont par exemple la manière dont c'est décidé, dont est passé le droit à l'avortement en Irlande, le projet de nouvelle constitution en Islande, en Colombie-Britannique, au Canada, des réformes aussi constitutionnelles qui se sont faites sous la forme de conventions citoyennes, comme ça. Sauf que ces conventions citoyennes avaient mission, vraiment, c'était tel quel par l'Assemblée nationale, par les élus, on leur donnait la mission vraiment d'aboutir à un texte qui allait être mis réellement en référendum. Donc, quand une convention citoyenne sur la question de l'avortement ou du changement de la Constitution est mise en place dans d'autres pays, ils ont pour mission de produire quelque chose de très précis, très juridique et très petit, droit à l'avortement ou bien changement constitutionnel. Et après, ça passe au référendum. Et c'est ainsi que ça s'est passé. En France, on a fait quelque chose qui n'est pas si strict. On a fait quelque chose qui était censé être suivi des faits, mais qui n'a pas été bordé de telle manière. On ne sait pas exactement ce qui va en être suivi. Après, les effets, c'est toujours difficile de dire tout de suite les effets sont ceci, cela. Bien sûr qu'on va pouvoir se rendre compte que ça a un effet sur l'espace public. Sur l'acculturation du débat public à ces questions écologiques. Et ça participe probablement, alors vous allez me dire c'est bien tiède par rapport à avoir des effets réels dans la législation dès demain, mais c'est comment dire ça, le fait qu'on continue d'en parler, le fait aussi que les personnes qui étaient dans la Convention citoyenne pour le climat, donc les tirés au sort, là, les 150 tirés au sort, continuent à se faire entendre et à exercer une forme de pression, on va dire. C'est tout à fait intéressant puisque on voit émerger une sorte de société civile organisée qui veut pousser les institutions à s'engager pour l'écologie. Mais encore une fois, là, pour le coup, avec un manque de clarté dès le départ du dispositif, du lien entre participation et décision. Voilà pour le niveau national, ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, ce qu'on peut aussi dire, c'est que le niveau national, puisqu'on parle de nation, qu'on parle de France, on est dans un pays quand même plutôt peu acculturé à ces questions-là. La démocratie participative est arrivée par le local et on est globalement dans un pays marqué historiquement, socialement par un État fort, régalien, descendant, et donc ces pratiques participatives sont quand même plutôt comment dire, accueillies avec beaucoup de... Enfin, mise en place avec beaucoup de précautions par les collectivités, y compris par l'État, probablement s'il devait le mettre plus en place au niveau national. Les projets, en tout cas ce que mon collègue, par exemple, Yves Saint-Omer a beaucoup développé, c'est le projet qu'au niveau national, il y ait une chambre des représentants tirés au sort. Bon, ce serait peut-être, je ne sais pas, l'équivalent du Conseil économique et social et écologique, CESE, qui deviendrait une chambre tirée au sort. Ou alors ce serait la fin du Sénat et la mise en place à la place d'une assemblée tirée au sort qui permettrait au niveau national d'avoir des points de vue non guidés par des partis, des idéologies, des conflits d'intérêts ou par le fait, l'obnubilation d'être réélu. Il y a beaucoup cette histoire dans le tirage au sort de dire les tirés au sort n'ont pas d'enjeu d'être réélus. Ils ont comme enjeu l'intérêt général. Mais bon, on n'y est pas encore.
Oui, effectivement. Mais il me semble que récemment, enfin, c'est Macron qui a essayé de faire ça, de faire un petit tirage au sort dans le cadre justement du suivi de la mise en place de la stratégie sanitaire. Je crois que ça fait un tollé. Je crois ils étaient peu à être tirés au sort et si je dis pas de bêtises, mais bon, ça n'a pas l'air non Oui, plus. oui. Convention citoyenne sur la crise sanitaire, quelque chose comme ça. Oui, voilà. La ville de Grenoble est en train de mettre ça en place aussi, donc autre couleur politique, mais avec l'idée d'accompagner finalement les décisions qui sont prises là. Dans le cas de ce qui s'est passé à l'échelle nationale, c'était vraiment mal reçu parce que bon, déjà cette convention citoyenne sur le climat, on voit que il y a quand même beaucoup de déceptions qui en ressortent. Et puis, sur la question sanitaire, des décisions rapides à prendre sur les vaccins, c'est pas une convention citoyenne qui va mettre 6 mois à rendre des résultats qui nous est très utile alors qu'il faut agir vite et en conséquence, quoi. Donc, c'est sur ces deux champs-là que c'était Oui, puis évidemment, ceux qui réagissaient, c'était effectivement tous ceux qui avaient des intérêts à perdre, dont les partis politiques, c'est notamment les parlementaires qui réagissaient mal à cette initiative. ouais. Ah bah, sur la Convention citoyenne pour le climat, pour la petite histoire, mais ça sera documenté puisqu'il y a des collègues, moi j'y ai pas assisté, des collègues qui ont regardé ça par le détail, mais l'Assemblée nationale et le Sénat étaient très très critiques et pas arrangeants du tout vis-à-vis de cette Convention citoyenne pour le climat qui est vue comme 150 tirés au sort, c'est des concurrents des élus finalement. On va leur demander de produire des propositions pour l'intérêt général, voire ce qu'ils ont réussi à produire, c'est carrément presque des textes de loi, pour le coup, parce qu'ils ont des juristes qui se sont engagés et ils ont construit des choses assez précises. Mais évidemment, ça rentre en tension, en conflit avec la représentation électorale. Alors ensuite, on avait une question d'Olivier Eloy. Il nous demandait donc est-ce que les politistes qui travaillent sur la démocratie participative travaillent aussi sur la question des communs, qui peuvent être vus comme une forme de démocratie participative, sauf alors de sa part, Olivier, la littérature sur les communs est surtout investie par les économistes ou la théorie sociale. Et pour lui, évidemment, il y a a priori des recoupements à faire pourtant. Et donc, il nous pose la question, y a-t-il des travaux proprement sociologiques sur les communs? Et si oui, est-ce que vous pouvez évoquer un peu leurs résultats? Ah bah merci, c'est une passionnante question. Effectivement, tout ce qui est travaillé oui, par Dardot, Laval sur les communs, ça nous vient plutôt de l'économie. Ça se développe. Alors, je dirais sous deux angles. Enfin, le premier, c'est des travaux ou des réflexions autour du communalisme, avec ce retour d'intérêt vis-à-vis des travaux de Bookchin, de ce qui s'est fait dans la vallée du Royava, de ce qui s'est fait autour de certains collectifs gilets jaunes qui ont ressorti ces idées-là, en fait, qui sont bon, alors, un peu dans le registre de l'autogestion, de l'auto-organisation, et non seulement de l'autogestion, de l'auto-organisation, mais aussi du fait de décider du bien commun dans des assemblées, donc de faire vivre de la démocratie directe à l'échelle communale ou à une petite échelle. Et donc, je suis d'accord avec le collègue qui dit que les travaux sociologiques et économiques sur l'histoire commune dialoguent encore assez peu, mais ça se développe sous l'angle du communalisme. On a sorti un numéro de la revue Mouvement sur ces histoires de communalisme, juste avant les municipales de 2020. Et il y a aussi des travaux autour de ce que je disais, là, le community organizing, donc des formes d'action du travail social ou associatif qui développent des démarches voilà, de démocratie directe, d'auto-organisation et d'interpellation des institutions à l'échelle locale. Tout l'enjeu, et en fait, on avait fait un colloque, le GIS Démocratie et Participation, notre colloque général de 2017, ça tarde maintenant, mais on va sortir très bientôt le bouquin issu de ce colloque. Il y avait cette question était vraiment clé dans tout ce colloque, de la place aussi des communs. Toute la question, c'est comment arriver à ce que toutes ces dynamiques qui sont souvent à petite échelle, dans des petits territoires ou dans des collectifs, comment ça peut essaimer et comment on peut articuler commun et redistribution, par exemple à l'échelle nationale. Il s'agit de ne pas tomber non plus dans des systèmes complètement isolés les uns des autres, où il y a de l'autogestion un peu partout. Donc, c'est des grandes questions passionnantes sur lesquelles il faut continuer d'avancer. Il y avait KM qui nous demandait quel est le bilan donc, de la Commission nationale du débat public depuis son indépendance en 2002 et est-ce un dispositif efficace d'après vous?
Alors, la Commission nationale de débat public, c'est une autorité administrative indépendante dont la loi confie la tâche d'organiser de garantir la qualité des grands débats, des débats sur les grands projets. Alors, ça désigne des projets qui sont à plus de, je sais plus, 10 millions d'euros, je crois qu'il y a une échelle comme ça financière. Donc, il s'agit de tout ce qui est grand projet d'infrastructure, quand on installe une nouvelle ligne de TGV, quand on installe une ligne à haute tension, ou l'enfouissement de déchets nucléaires, ou l'installation d'une rocade autour d'une grande agglomération. Bref, c'est des très gros projets pour lesquels c'est obligatoire en France depuis 2002. La Commission nationale de débat public doit garantir le débat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autorité indépendante qui va mettre des fonctionnaires du temps et une organisation pour organiser le débat localement sur cette question entre, par exemple, écologistes et pro-nucléaires, entre riverains et autorités qui vont mettre en place l'autoroute, voilà, ou la ligne à haute tension. Et c'est censé prendre le temps, c'est un peu une forme très moderne de l'enquête publique qui existe toujours, l'enquête publique. Quand il y a un projet, on doit se déplacer en tant que citoyen à la mairie, on doit lire le projet et dire une critique à l'écrit. Bon, là, c'est la version moderne avec des débats qui sont organisés par plein de manières. Le bilan qu'on peut en faire, c'est que ça a développé des démarches et la qualité du débat, mais ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre du débat, pas de la participation. Et donc, pour beaucoup de collectifs associatifs, notamment, par exemple écologistes ou pro-chasse, ou des deux côtés, ils sont très critiques parce qu'ils disent on a fait du débat, mais ça n'a mené à rien, on n'a pas pu décider, et donc l'autorité, par exemple la SNCF ou l'État, a quand même mis en place son projet, ou alors l'a modifié à la marge. Donc, pour les plus critiques, c'est une forme d'institution qui permettrait de faire passer la pilule, faire passer les projets. Pour d'autres, c'est quand même une institution qui fait en sorte que les projets soient un petit peu amendés, soit changés, soit modifiés. Il y aurait plein de choses à dire. Il y a tout ce qui s'est passé autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avec un débat public qui avait été mis en place qui n'a pas servi à grand-chose. En revanche, on peut aussi revenir à l'histoire du grand débat, juste après la crise des Gilets jaunes. Rappelons que la crise des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont beaucoup porté cette histoire de démocratie directe dans leurs revendications, et de justice sociale et de justice démocratique, avec la demande d'un référendum, d'un RIC, d'un référendum d'initiative citoyenne. Et donc, bref, le gouvernement, pour s'en sortir, organise un grand débat et demande au départ à la Commission nationale de débat public de l'organiser. Et bon, ça n'a peut-être pas été su par tout le monde, mais il y a eu une grande bataille à ce moment-là entre le gouvernement et la CNDP. La CNDP disant ce que vous êtes en train d'organiser, ce n'est pas un vrai débat public, parce qu'il y a plutôt une forme de mise en scène présidentielle du président ou de l'autorité qui va venir écouter les gens. Ce n'est pas ça, un débat contradictoire. Et donc, la CNDP a été éjectée de ce dispositif. Donc, il y a quand même une certaine volonté ou souci de cette Commission nationale de débat public d'être garante d'un débat le plus démocratique possible. Et en tout cas, c'est une institution qui a un peu des difficultés en ce moment à cause de ce que je viens de raconter. Entendu. On avait une question de B. Medina. Pensez-vous qu'une démocratie participative intense, comme dans le cas de la Suisse, soit possible en France? Alors, ce qui se passe en Suisse, c'est même des formes de démocratie directe, une démocratie participative très forte, effectivement, parce que impliquant beaucoup de démocratie directe sous forme de référendum d'initiative populaire. Quand même, pour en dire un mot, le référendum d'initiative populaire qui est massif en Suisse, qui concerne à la fois les cantons et aussi, pour certaines questions, le côté fédéral, c'est la possibilité en Suisse, à partir d'un certain seuil de signataires, de pouvoir faire passer une question en référendum. Donc, c'est la population qui a l'initiative. C'est ça que ça s'appelle référendum d'initiative populaire. Alors, on a coutume de dire que c'est possible en Suisse parce que historiquement, différents groupes culturels, une organisation qui permet à tous ces groupes différents de vivre ensemble par un système fédéral, et donc un ancrage dans la démocratie directe fort, etc. Il y a encore un village dans lequel on vote à main levée, qui sont des pratiques qui ont complètement disparu en France, un pays
dans lequel voilà, le processus républicain d'une nation une et indivisible et d'éradication de toutes les différences culturelles a produit un système sociopolitique radicalement différent. Donc, en France, on a peine à imaginer ça, et pour preuve, dans notre législation, ce qu'on a, c'est un référendum d'initiative partagée. Et donc, le référendum d'initiative populaire n'existe pas à l'échelle nationale en France. Et il n'existe que ce référendum d'initiative partagée, mais les conditions, alors partagées entre un nombre de citoyens et un nombre de parlementaires. De mémoire, je crois, les 2/3 de tous les parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, doivent être d'accord. Et le nombre de signataires, vous allez peut-être me dire, parce que certains savent mieux que moi, et là je retrouve, j'ai pas ça sous les yeux, mais c'est énorme. C'est, je sais pas, c'est pas 10 millions d'habitants, de Français qui doivent signer ou quelque chose comme ça, pour que ça puisse passer en référendum. Et donc, on a l'exemple qu'on a vécu ces derniers temps du référendum sur les aéroports de Paris, où c'est une tentative de passer ce référendum d'initiative partagée. Et donc, on n'arrivera jamais au seuil de signature, malgré tous les efforts, pour faire passer ce référendum. Donc, c'est sûr qu'on en est très loin de ce système suisse. On a Arthur Dessau qui demande, dans ce type de projet, donc qui saute le niveau des corps intermédiaires, syndicats d'enseignants. Oui, là, je crois qu'il posait la question au moment où on parlait du budget participatif au niveau des lycées. Donc, dans ce type de projet qui saute le niveau des corps intermédiaires, syndicats d'enseignants, de lycéens, associations de parents, en donnant une voix à chaque usager, ne pose-t-il pas des problèmes de cohérence pour un niveau régional relativement élargi? Plus généralement, comment intégrer les différents corps intermédiaires, syndicats, associations, collectifs, à une démarche de démocratie participative, en sachant qu'on connaît l'importance de ces organisations collectives dans l'instauration d'un rapport de force? Oui. Bah, ça, c'est une question centrale également. Dans la critique qu'on peut faire à la démocratie représentative, que certains sociologues et politistes font, c'est de dire que c'est un système hostile aux corps intermédiaires, aux groupes sociaux organisés. Disons, la démocratie participative se ferait contre les associations, contre les syndicats, contre les partis politiques, puisqu'on irait voir des individus isolés, des citoyens non organisés. Et il est vrai que ça peut être un écueil de monter finalement, d'opposer d'un côté des groupes représentatifs, ou en tout cas organisés, des corps intermédiaires, et de l'autre des habitants isolés qui porteraient une bonne parole parce que, exemple d'idéologie ou quoi que ce soit. Donc, en fait, tout l'enjeu le plus intéressant, c'est de pouvoir articuler les deux. De pouvoir prendre conscience que certains de ces corps intermédiaires sont un peu essoufflés, épuisés, n'attirent pas les jeunes générations ou les personnes les plus en colère ou précaires, et que par la participation, il peut y avoir des articulations qui se font. Donc, on peut aussi espérer que par un dispositif participatif, ces populations-là prennent conscience de l'importance de s'organiser collectivement. Et dans l'exemple intéressant que j'avais vu sur le logement social, eh bien, les demandeurs de logements sociaux qui n'étaient pas du tout organisés et qui n'étaient pas représentés chez les amicales de locataires, l'amicale de locataires n'avait pas, aussi bête que ça puisse paraître, mais il n'avait pas bien pris conscience de l'importance du problème des demandeurs de logements sociaux qui n'étaient pas organisés. C'est un peu comme quand, au début du chômage massif dans les années 80, il n'y avait pas d'association de chômeurs et qu'il s'est créé assez contre le chômage. Donc voilà, on peut avoir des articulations comme ça où la participation peut permettre de créer de nouveaux collectifs finalement, ou de régénérer, ou de rajeunir, je ne sais pas quoi, de renforcer les corps intermédiaires. Et puis inversement, peut-être aussi faire émerger faire sortir de certaines logiques corporatistes, et donc faire travailler davantage l'intelligence collective et l'innovation sociale et solidaire. Donc ça, c'est le credo de l'économie sociale et solidaire, mais au niveau des territoires, et ça nécessite peut-être de faire un pas de côté par rapport au traditionnel fonctionnement par corps intermédiaires. Mais c'est un enjeu important, et ce que je voudrais dire pour finir là-dessus, c'est que pour ce qui est des populations les plus précaires, on constate que faire venir par exemple des bénéficiaires du RSA dans des dispositifs de codécision qui existent, ça s'appelle les équipes pluridisciplinaires, c'est l'endroit où l'administration décide de faire rentrer ou sortir un bénéficiaire du dispositif RSA. Bon, la loi maintenant rend obligatoire qu'il y ait des bénéficiaires du RSA dans ces réunions. Donc on peut dire génial, il y a la codécision. On constate
le comité de lutte, le comité national de lutte contre l'exclusion qui le dit, c'est des enquêtes sociologiques qui le disent, etc., que ces individus bénéficiaires du RSA, s'ils sont envoyés tout seuls de manière isolée dans ces réunions et qui ne sont pas adossés à des collectifs, d'une part, ils sont complètement noyés dans ces réunions où il y a monsieur le préfet, représentant des services sociaux, etc. Donc, ils ont du mal à s'imposer. Et en plus, ils deviennent un petit peu des citoyens experts et ils se coupent du collectif de base qui porte des revendications collectives. Donc, ils ont du mal à se produire une parole légitime, collective et à peser. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur que d'articuler participation individuelle et collective de faire se dialoguer la participation et la représentation de manière plus fluide. Très bien, on a encore 3-4 questions, on pourra aborder un petit peu, il est 25, on a l'autorisation de aborder un petit peu, enfin, notre webinaire voilà, peut s'inscrire jusqu'à 18h, mais on ne va pas jusqu'à 18h. Donc on a Jésabelle Coupé-Soubéran qui nous pose la question suivante. Si la monétisation d'une partie des dépenses publiques, c'est-à-dire leur financement par un transfert gratuit et sans contrepartie de monnaie centrale, venait à être considérée comme une solution nécessaire à la gestion prévention des crises sanitaires et climatiques, cela exigerait un cadre de gouvernance nouveau, car la décision ne pourrait incomber ni seulement aux banques centrales, ni seulement aux États. La démocratie participative pourrait constituer un cadre approprié en rassemblant représentants et représentés pour décider des dépenses à monétiser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah là, c'est tout un sujet. Ça rejoint un peu la question des communs. En tout cas, la question des communs, ce qui est intéressant, c'est que, ou en tout cas du communalisme, c'est l'idée qu'il y a le système, néolibéral d'une part, hein, où il y a de moins en moins d'États et on va laisser faire les banques justement qui vont prendre beaucoup de pouvoir. Il y a le système d'organiser la société par l'État, un État fort et parfois du coup trop fort, trop autoritaire, qui va couper certaines innovations sociales locales et puis qui va peut-être même aller sur des pentes autoritaire, quoi. Et que donc, au milieu, la piste des communs, du communalisme, c'est d'inventer un système, une manière de faire où il y a une veille, une vigilance, une organisation citoyenne qui permettent d'éviter l'une et l'autre dérive, c'est-à-dire le néolibéralisme total ou l'étatisme trop autoritaire. Donc, c'est un vaste sujet, mais probablement le plus important de comment faire en sorte que c'est pour ça que le budget participatif, c'est un tout petit truc, mais ça permet de réfléchir au fait que les dépenses publiques, l'argent public et les dépenses publiques devraient, en théorie, rester l'objet de discussions démocratiques pour que ça puisse se faire de manière démocratique. Donc, toute la question de la dette publique et des audits citoyens, des collectifs qui s'organisent pour essayer de lancer l'alerte. Il y a plein de choses qui sont en train de s'inventer sur ce champ, sur ce registre, qui est assez énorme. Et voilà, je pense que vous avez eu des interventions sur l'économie avant moi aujourd'hui qui peuvent s'articuler, mais c'est vrai qu'il faut articuler tout ça pour penser à un nouveau système, probablement. Alors, on a une question peut-être que je la poserai à la fin de Frédéric, sur la notion de pyramide participative et sur des exemples. Peut-être qu'on peut y revenir, comme je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre rapidement, juste en fin. Et puis, sinon, il y a la question d'Olivier un peu dans la foulée de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à chercher à démocratiser la société uniquement par le biais des institutions politiques, quand dans le même temps, donc, le monde du travail, mais aussi les services publics et d'autres institutions fonctionnent de façon très peu démocratique? Est-ce que pour que la démocratie participative se généralise, il ne faudrait pas la formation d'un ethos démocratique chez les citoyens qui se construisent dans ces institutions ainsi qu'à l'école? Olivier pense par exemple aux travaux de Mauss Finlay, qui montre bien à propos de la Grèce antique que la pratique d'une démocratie plus directe implique que les institutions sociales soient façonnées dans ce but, d'une comparaison de périodes et civilisations éloignées. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans d'autres conditions socio-économiques structurelles, du type réduction de temps de travail, par exemple, ou autre Oui, tout à fait. Là, c'est toute la question
du substrat culturel, ou en tout cas des conditions presque, oui, culturelles à la participation, et du fait qu'on ne passe pas comme ça en une génération ou en quelques années d'un fonctionnement où on nous a appris, y compris à l'école, à, eh bien, à ne pas trop parler, à ne pas trop exprimer de critiques et à ne pas trop débattre pour prendre une décision collective. Et donc, oui, effectivement, il y a tout un pan de la démocratie participative. Par exemple, Loïc Blondiot, qui, est assez, qui produit pas mal de choses sur ces questions, qui a suivi le Convention citoyenne pour le climat de près, évoque très souvent cette question de l'éducatif, du pédagogique, et donc qui commence dès la petite enfance dans la forme d'école. Donc oui, ça va rejoindre des questions aussi de pédagogie alternative qui, qui sont plutôt axées sur la citoyenneté, le débat, l'échange d'arguments, l'expression de conflits démocratiques pour les régler. Et donc, il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et c'est vrai que ça rejoint aussi, donc effectivement, ça ne concerne pas que l'institution, ça concerne aussi les entreprises et les services publics. C'est pour ça que je tenais à vous parler d'un exemple, la qualification mutuelle, qui va plutôt agir dans les services publics. Et donc, ce n'est pas seulement les élus de notre République qui doivent se transformer, c'est finalement toutes nos institutions. Et bon, parfois, moi, je fais des présentations de mes travaux où je parle beaucoup de ça, du fait que c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement la démocratie représentative qui est en jeu, c'est le fonctionnement de toutes nos institutions. Et dans l'institution, on peut aussi prendre notre association, les associations, faire que des phénomènes non démocratiques dans les associations, on peut les rencontrer aussi. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est plus démocratique qu'un élu. Et donc, tout ce qui est accaparement du pouvoir de décision, cumul des tâches, cumul des mandats, accrochage des mandats dans le temps, non-pluralité, non-respect de questions de genre et d'âge et de questions ethno-raciales. Bon, ben, voilà, là, on peut partir sur tout ça et à mon avis, on est encore complètement dans le sujet. Et donc, la piste de la réduction du temps de travail, pour certains économistes, pour certains sociologues, elle est intéressante et elle va relier la question de l'emploi, de l'écologie et de la participation, puisque par exemple, pour Bookchin, dans le communalisme, pour faire vivre un système réellement démocratique, il va falloir que chaque citoyen ait un temps dédié à la vie démocratique citoyenne. Et que donc chacun d'entre nous puisse passer quelques heures par semaine sur la question qu'est-ce qu'on va prendre comme bonne décision à l'échelle du quartier et de la ville. De même que peut-être que pour produire différemment, pour consommer différemment, pour acheter différemment, il faut prendre du temps pour aller à la COP du quartier ou autre. Donc, tous les travaux de Dominique Méda sur cette question de la réduction du temps de travail, ou même jusqu'à, comment ça s'appelle, le mot m'échappe, le revenu de base, vont pouvoir peut-être s'articuler à cette question de la démocratie, de la démocratie réelle et vivante. Effectivement, on avait un commentaire d'un de nos collègues qui disait que la démocratie participative revient à reconnaître que le temps politique doit être suffisamment long. Ça rejoint un peu cette problématique du temps également. Alors, on a une dernière question. Donc, je reviens à la question de Frédéric. C'était sur essayer de développer un peu la notion de pyramide participative. Est-ce que vous aurez des exemples? Et puis, donc, on terminera là-dessus. Oui, merci. La pyramide participative, oui, l'exemple le plus parlant, ça va être le budget participatif de Porto Alegre, par exemple, où il y a à la fois la temporalité sur l'année, comme je le disais, avec des moments d'assemblée publique, des moments d'expertise des dossiers au niveau de l'administration avec des habitants qui sont présents, des moments de retour à l'assemblée et du vote, des moments de réalisation des projets, etc. Et puis, la pyramide, c'est un système d'élection d'habitants à différentes échelles du budget participatif, donc un mix de démocratie directe et de démocratie représentative, finalement, où certains habitants vont devenir délégués du budget participatif à l'échelle d'un secteur ou du budget participatif de toute la commune. Et avec un système à l'époque à Porto Alegre où les habitants n'avaient pas le droit de faire plus de 2 mandats, donc 1 an plus 1 an. Donc avec un système du coup de rotation. On en a peu parlé, mais c'est pareil, cette histoire de temporalité et que chacun doit pouvoir contribuer à sa manière, en contribuant en donnant du temps et
et en régénérant à chaque fois la démocratie, c'est bien ça le truc. Donc la question de la rotation, du non-cumul des mandats et d'une organisation qui permette une variation des personnes dans le temps est importante. Et cette idée de pyramide, oui, je pense que c'est vraiment cette histoire de pas seulement, ça rejoint la question sur le local et le national, c'est qu'il faut que cette participation du coup soit présente et organisée à différentes échelles de l'action économique, de l'action publique. C'est pas seulement juste dans les quartiers ou dans les usines, euh, mais ça doit être aussi au niveau départemental, régional, ou au niveau des fédérations, au niveau des coopérations d'entreprises. Il faut qu'il puisse y avoir du débat démocratique et de la participation à tous ces étages, quoi.